La troisième, c'est le titre. La troisième, elle revient. C'est toujours la première, comme dit Gérard de Nerval. Bon, ben, voilà le deuxième séminaire consacré à la troisième. Alors d'abord, j'aurais du mal à parler plus fort parce que, comme dit Lacan, quelle est cette force, ce démon qui vous pousse à dire quelque chose? Ça, c'est le surmoi. Donc j'ai évidemment développé un symptôme pour le deuxième épisode de la troisième. Donc, et justement, on est en plein dedans, puisque on a terminé la dernière fois, on a vu que tout, avec ce qu'il convient de mettre dans ce tout lacanien, c'est-à-dire un absolu hegelien, un pas tout, un tout troué, tout est dans la troisième et tout est en début. Donc on entend ce début qui se terminait par « je pense, donc je suis ». Alors là, avant de laisser la parole à Patrick, qui va développer un peu ces aspects-là, il faut revenir un peu sur ce cogito cartésien, parce qu'aujourd'hui, ça semble une espèce de lieu commun, c'est-à-dire je pense donc je suis, oui, oui, etc. C'est comme un peu ces psychanalystes qui se retrouvent entre eux, qui disent la femme n'existe pas, il n'y a pas de rapport sexuel. Donc, en fait, on n'entend pas vraiment ce que ça dit, et c'est le cas de le dire, ça dit, donc, parce que à ce moment-là, Descartes, il ouvre une brèche dans la consistance ontologique de l'univers, en disant « je pense donc je suis », il crée quelque chose, il ouvre quelque chose, une brèche qui va être immédiatement refermée. Mais ce mouvement d'ouverture et de fermeture va être exploré, notamment par Kant, donc le jeu, le sujet de la perception transcendantale, c'est ce que Kant va entendre de ce « je pense donc je suis », et c'est quelque chose qui va être à l'origine, comme Lacan le retrouve bien plus tard, après avoir traversé notamment toute l'œuvre de Heidegger en revenant sur Descartes. Donc, il va découvrir que son sujet à lui n'est rien d'autre que le sujet de la science, ce sujet cartésien. En ouvrant cette brèche dans la consistance ontologique, ça veut dire que, en fait, le monde était un monde cosmologique, c'est-à-dire que c'est une grande chaîne de lettres. D'un seul coup, il y a une brèche, je pense, qui ouvre la possibilité, que va explorer notamment Kant avec le jeu de la perception transcendantale, mais aussi la res cogitans qui va vite refermer la brèche. Mais il n'empêche que, si on peut avoir aujourd'hui accès au sujet de l'inconscient, au sujet dont parle Lacan, ce sujet clivé, ce sujet barré qui va traverser donc l'idéalisme allemand, c'est parce qu'il y a eu Descartes qui a dit ce mot-là et qu'on n'entend plus aujourd'hui. C'est un véritable dire, mais aujourd'hui, comme c'est devenu un lieu commun, c'est une ritournelle, on n'entend plus vraiment ce que ça dit. Or, ce que ça dit, c'est que il y a rien d'autre qu'un choix forcé entre le penser et l'être. C'est-à-dire le penser et l'être, ça ne va pas de soi ensemble, au contraire. C'est-à-dire que Lacan, en 3 ans, il va changer radicalement le rapport du penser à l'être, la priorité qu'il donne de l'un par rapport à l'autre. Donc, dans les 4 concepts fondamentaux de la psychanalyse, en 66, je crois, 64, voilà, en 64, il donne la prééminence aux pensées, c'est-à-dire là où je pense, je ne suis pas. Chaque pensée doit se payer d'une perte d'être. Or, dans le séminaire d'après qui n'est toujours pas publié, qui s'appelle La logique du fantasme, il fait l'inverse, c'est-à-dire que cette fois, il explique que là où je suis, en fait, je ne peux pas penser. C'est-à-dire ça pense et il relègue la pensée du côté de l'inconscient. Donc pour Descartes, ça va être qu'il laisse ça à Dieu en quelque sorte, puisque à l'époque c'est comme ça que ça se faisait les choses. Mais du temps de Lacan, donc le rapport entre le penser à l'être va s'inverser entre la priorité donnée aux pensées dans un premier temps,
puis la priorité donnée à l'être. Donc on a le signifiant d'un côté, la jouissance de l'autre, en termes lacaniens. Et la ruse lacanienne suprême, c'est qu'il ne s'agit pas d'opposer ces deux, mais de les lire simultanément, exactement comme les formules de la sexuation et l'universel contrarié des formules de la sexuation. C'est-à-dire que c'est là où Lacan est purement aussi kantien. On dit qu'il est hegelien, mais il aussi connaît parfaitement l'œuvre de Kant, c'est-à-dire les antinomies kantiennes. Donc Lacan démontre en fait que ces deux choses sont absolument indécorrélables l'une de l'autre, et que c'est là que se crée le nœud justement entre le penser et l'être. Ça ne va pas de soi, puisque il va essayer plusieurs formules pour montrer que c'est là que se crée justement un nœud, c'est le cas de le dire, puisqu'il n'y a pas de transparence à soi de la pensée et de l'être, puisqu'on a d'un côté le signifiant et on a de l'autre la jouissance. Donc cette parole-là, qui est une parole absolument fondatrice, sur laquelle il revient, c'est le sujet lacanien, c'est bien là où tout achoppe, c'est là où les confusions les plus multiples se développent, puisque le sujet de la psychologie n'a strictement rien à voir avec le sujet lacanien. Le sujet lacanien, c'est un sujet barré, un sujet vide, puisque c'est le sujet qui est hérité de cet impossible-là. Donc, voilà le moment fondateur. C'est pour ça que dès le début, donc, il commence à jouer. Après, on verra avec l'histoire de Copule, parce qu'on va écouter la deuxième partie. Il commence à jouer avec, donc, je pense, donc, ce jouit, c'est-à-dire les jeux de la langue, et ensuite, donc, il termine avec son je suis, et là, bon, peut-être tu peux prendre... Je crois que c'est bien, on va écouter d'abord, et après on va embrayer sur ce qu'il a dit. Hein, c'est mieux. Hein. D'accord. Alors. Le moment cartésien, c'est important, parce que c'est le moment d'émergence de la science moderne. Exactement. Hein, et que la psychanalyse n'a pu être découverte, et est venue au jour justement à cause de ça. Elle est venue là où le sujet était forclos d'une certaine façon. C'est pour ça qu'il y a eu cette insistance du sujet dans la psychanalyse. Oui. Freud s'est mis à écouter des hystériques qui étaient rejetés par le discours médical, bien sûr, en disant ce qu'elle raconte, c'est pas délirant, il y a un savoir à déchiffrer. Ça, Freud, c'est ça qu'il a fait. Donc il a donc considéré que ce qui se disait par les hystériques à l'époque, c'était un savoir qu'il avait à déchiffrer. Alors ça, c'est important parce que Freud, il n'a pas découvert l'inconscient, il a découvert la méthode pour déchiffrer l'inconscient. On fait souvent l'erreur contraire. L'inconscient, il est là depuis toujours, il a eu des manifestations depuis toujours, hein, c'est même connu d'une certaine façon, sans qu'on le nomme comme tel, et voilà où se situe là, ce joint-là. Donc c'est important de commencer à écouter la seconde... Oui, donc ça vient, ça vient juste après, donc je pense, donc je suis. C'est-à-dire il insiste justement sur son énonciation, c'est sur la prononciation du suis. C'est quand même mieux que ce que dit Parménide. L'opacité de la conjonction du noein et de l'einaï. Il n'en sort pas, hein, ce pauvre Platon. Il n'en sort pas, hein, parce que s'il n'y avait pas lui, qu'est-ce qu'on saurait de Parménide? Mais ça n'empêche pas qu'il n'en sort pas. Hein. Et que s'il ne nous transmettait pas l'hystérie géniale de Socrate, ben, qu'est-ce qu'on en tirerait, hein? Moi, je me suis échiné là pendant ces pseudo-vacances. Je me suis échiné sur le sophiste. Je dois être trop sophiste, probablement, pour que ça m'intéresse. Il doit y avoir là quelque chose à quoi je suis touché. J'apprécie pas. Il nous manque des trucs pour apprécier. Enfin, il nous manque de savoir ce que c'était le sophiste à cette époque.
Il nous manque le poids de la chose. Allez, revenons au sens du suis. C'est pas simple, hein? Ce qui, dans la grammaire traditionnelle, se met au titre de la conjugaison d'un certain verbe être. Pour le latin, alors là, tout le monde s'aperçoit que, comme on dit en Italie, que fui ne fait pas somme avec sum, comme on dit aussi ici. Sans compter le reste du bric-à-brac. Bon, enfin, je vous en passe. Je vous passe tout ce qui est arrivé quand les sauvages, là, les Gaulois, se sont mis à avoir à se tirer d'affaire avec ça. Ils ont fait glisser le Est du côté du Stadt. Ils ne sont pas les seuls, d'ailleurs. En Espagne, je crois que c'était le même truc. Enfin, la linguisterie se tire de tout ça comme elle peut. Je m'en vais pas maintenant pour répéter ce qui fait les dimanches de nos études classiques. Il n'en reste pas moins qu'on peut se demander de quelle chair ces êtres, qui sont d'ailleurs des êtres de mythe, enfin ceux dont les mille noms, là, les Indo-Européens, on les a inventés exprès. C'est des mythèmes. Qu'est-ce qu'ils pouvaient mettre dans la copule, ce qui partout ailleurs, dans nos langues, c'est simplement n'importe quoi qui sert copule. Enfin, quelque chose comme la préfiguration du verbe incarné. On dira ça ici. Ça me fait suer, enfin, n'est-ce pas? On a cru me faire plaisir en faisant venir à Rome, je vois pourquoi. Il y a trop de locaux pour l'Esprit Saint. Qu'est-ce que l'être de suprême? Si ce n'est par cette copule. Voilà. Aujourd'hui, on s'arrête là. Bon. Alors, vous voyez quand même la prudence de Lacan parlant des sophistes en disant qu'au fond, lui, il ne sait pas très bien ce que c'est quand même. Alors qu'il y a beaucoup de gens qui affirment constamment les choses, lui, il dit voilà, je le sais qu'à travers ce que dit Socrate, Socrate transmis par Platon, parce que c'est quand même inouï ce couplage entre c'est même assez inédit et ça n'a pas été souvent renouvelé de transmettre quelque chose d'un savoir que lui, Platon, a écrit, qu'il recueille et qu'il attribue toujours à Socrate, l'hystérique génial, celui qui a commencé à justement interroger le savoir en termes de discours, c'est-à-dire il apporte, il fait apparaître une ombre de science. C'est ça l'épistémé qui commence à s'organiser et à s'ordonner en discours. Et c'est pour ça que à l'autre bout, on a Descartes qui compte tellement, puisque lui, Descartes, il s'agit bien d'articuler le savoir en bonne logique. Le savoir d'un côté, séparé de la vérité, à qui il remet les clés, il remet la vérité entre les mains de Dieu. 2 et 2, ça fait 4. Si c'est vrai, c'est à Dieu qu'on le doit. On sait depuis longtemps que, maintenant, on sait depuis quelque temps que 2 et 2, ça ne fait pas toujours 4. Avec la théorie des ensembles, avec toutes ces nouvelles mathématiques, ça peut pas forcément dire ce chiffre-là. Voilà. Alors tout ça, ça vient de loin, parce que
ça vient justement de... C'est pour ça qu'il fait cette espèce de plaisanterie sur les Indo-Européens, les êtres de mythe. Donc il fait appel au matin grec. Le matin grec étant le moment historique où la structure de la langue elle-même est porteuse de quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs. Et donc c'est cette notion de copule. Cette notion de copule, donc c'est démontré dans la métaphysique d'Aristote. La copule, c'est ce qui va lier un sujet, puisqu'on parle de sujet, à un prédicat. Or, dans la métaphysique d'Aristote, qui est postérieure à celle de Platon, mais Platon l'emploie déjà avant qu'il ne soit révélé par Aristote, le verbe être lui-même, donc, est la véritable copule, le seul verbe dans le poème de Parménide qui fait autorité dans les débuts de la philosophie. Parce qu'un sujet, donc dans l'exemple que donne Aristote dans la métaphysique, c'est l'homme se promène ou l'homme coupe est équivalent à l'homme est se promenant ou l'homme est coupant. Donc ça veut dire que est, le verbe être, est la copule. Dans la fin, quand Lacan dit qu'est-ce que l'être a de suprême, parce qu'en fait c'est la seule structure langagière, la structure qu'on appelle à tort, pas forcément à tort, mais disons, ce sont des êtres de mythe, comme ils disent, c'est-à-dire ça fait rappel à une coupure qui a été compensée par les mythes grecs, ces mythes grecs ayant eux-mêmes donc opéré un passage du mythos au logos et permettant l'invention de la philosophie, de la démocratie, en fait, ce qu'on appelle le matin grec, c'est-à-dire la possibilité de notre civilisation dont aujourd'hui nous sommes les héritiers tardifs et un brin dégénéré, il faut bien le dire. Mais par rapport à cette origine-là, donc on a cette notion d'être, parce que dans le poème de Parménide, peut-être que le seul verbe, c'est le verbe être, puisque c'est le seul qui possède la possibilité, qui possède cette fonction de créer une copule, ça veut dire un lien, la copulation, ça vient de là. C'est un lien de chair entre un sujet et quelque chose d'autre, un prédicat. Voilà. Cette copule-là, ça, c'est le verbe être, et simultanément, exactement dans le même poème de Parménide, il y a une autre signification du verbe être, qui cette fois veut dire existence. Donc c'est là où justement nous sommes plongés depuis le début, en fait j'ai noté la formule parce qu'elle est de Kant, ça lui donne 25 siècles après, Kant continue à se poser la question, et la question n'est toujours pas résolue, sur l'unique fondement possible de la preuve de l'existence de Dieu qui tient dans le fait que dans le poème de Parménide, justement, le verbe être a deux sens qui sont différents, celui de servir de copule et celui de signifier l'existence. Donc, ça veut dire que, en fait, les morphèmes dans lesquels notre sujet est pris surdéterminent notre possibilité d'accès au sujet de l'inconscient que nous sommes. Donc, si Lacan joue de cette manière-là avec la langue, c'est pour montrer à quel point, et quand il fait appel justement à la philosophie, non pas, parce qu'il va le dire, je crois que c'est même dans la troisième qu'il le dit, vous sortir de l'emploi philosophique de mes termes, c'est-à-dire de l'emploi ordurier. Ce n'est pas pour faire de la philosophie, c'est que la philosophie explore, grâce à sa technique dialectique, les possibilités langagières dans lesquelles notre sujet est pris. Et donc, Wittgenstein dira plus tard, en fait, faire de la philosophie, c'est essayer de sortir de l'ensorcellement dans lequel notre intelligence est prise. Ce n'est pas la formule exacte, mais l'idée est là, c'est-à-dire que notre intelligence est ensorcelée par le langage, et donc Lacan va utiliser l'intelligence de la philosophie justement pour amener à la possibilité du sujet de se saisir dans quel type de discours il est pris. Donc d'où ces jeux à partir du « je pense donc je suis », c'est-à-dire que le choix forcé entre le sujet et l'être va être immédiatement mis en scène par lui sur des modes combinatoires, donc je pense donc se jouit. Il va jouer justement de toutes les possibilités de la langue, peut-être,
François me couper ou intervenir, pour montrer à quel point, en fait, notre sujet est intrinsèquement pris d'abord dans la langue. Donc le caractère, disons, indo-européen et ces considérations-là, si elles viennent au début, c'est parce que il va aborder donc l'inconscient structuré comme un langage, bien que dans la troisième lui-même, il va le dire après, ce ne soit pas la panacée, puisqu'il en parle juste avant, dans le premier passage qu'on a vu, dans sa définition de l'inconscient, c'est-à-dire un savoir inaccessible pour le sujet. C'est-à-dire un savoir que le sujet auquel il ne peut pas accéder. Donc ça, c'est l'inconscient réel par rapport à l'inconscient structuré comme un langage par lequel il faut passer a priori pour savoir dans quel discours notre sujet est pris. Oui, alors cette histoire de copule, elle est tout à fait centrale chez Lacan pour justement la mettre en question. En disant que déjà dans le verbe être, il n'a pas une fonction dans toutes les langues. C'est d'abord tout à fait essentiel. Et il va même chercher dans le chinois en disant qu'il y a le verbe être, mais souvent il est remplacé dans l'écriture par un déterminatif. Par exemple, on ne dit pas l'homme est, mais celui-là, il est sous le ciel, par exemple. Et dans la graphie des idéogrammes, ça désigne le sujet humain. Voilà ce genre de choses qu'il fait. Ou alors aujourd'hui, on ne l'a pas entendu, mais il va équivoquer avec le verbe être autour de ces jeux de la langue qu'il fait, c'est-à-dire qu'il joue du cristal de la langue. Il ne fait pas des jeux de mots, ce n'est pas des effets tuyaux de poil, c'est pas par hasard qu'il utilise ces termes. Vous voyez ces différentes phrases, mais tu me, voilà, mais tu me dois, ou je ne sais pas quoi, vous pouvez prolonger le truc, il va dire mais tu me tues. Il relance au niveau de la conjugaison quelque chose quand tu me dis, quand tu me tues, quand tu me tutoies, d'une certaine façon, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et puis un peu plus loin, même tu, c'est-à-dire qu'il joue de l'équivoque de la langue et que c'est ce qu'on entend finalement dans la pratique. Hein, c'est-à-dire que c'est bien ça qui résonne dans la pratique, qui est constamment ramené par les analysants, qui nous permet de jouer de l'équivoque pour faire entendre d'autres sens. Pas forcément des significations, mais d'autres sens. Donc ça change le cours disons, du récit, et éventuellement, à certaines occasions, ça change le cours de l'histoire du sujet. De découvrir quelque chose de cet ordre-là, toujours dans la surprise et toujours dans un certain ravissement en même temps. C'est quelque chose qui est une trouvaille au fur et à mesure où on travaille et où ça change beaucoup les choses dans l'existence. Hein. Là où il y avait un nœud qui faisait symptômes et souffrances, ça peut dénouer ça, ça peut libérer le sujet de certaines amarres et le renvoyer dans d'autres directions qui lui permettent, disons, d'avancer. Hein. Voilà, c'est ça. Parce qu'il a défini aussi comme ça la psychanalyse, c'est l'art de dénouer par la parole ce qui a été noué par la parole. Et aussi, donc, dans l'emploi philosophique, c'est-à-dire ce que fait Lacan de la philosophie, de l'esprit de la philosophie, c'est qu'il élève chaque cas traité comme cas pathologique à la dignité d'une réponse ontologico-existentielle face à l'existence. Donc, de ce fait-là, les logiques qu'il redéploie sont celles qui ont parcouru l'histoire de la philosophie et donc qui lui permettent, par l'écoute du signifiant, d'essayer de faire entendre à l'analysant, d'une certaine manière, par la position qu'il occupe, que ce qu'il dit peut être entendu d'une autre manière. Donc, de cette façon-là, il crée une brèche aussi dans le fait de nourrir le symptôme de sens en permanence, puisqu'il crée un bref instant, une brèche aussi, un effet de non-sens qui vient lui permettre de raccrocher peut-être une autre chaîne signifiante. Donc, c'est ça. Extraire ces maniements comme ça de la langue, c'est une façon de...
qui se fait dans la cure, d'extraire le sujet des discours dans lesquels il est pris. Parce qu'il vient avec un certain nombre d'énoncés, qu'on peut appeler préjugés, et en relisant ça, en le reformulant, on le fait apparaître comme un énonciateur qui se dégage de l'énoncé dans lequel il était pris. Hein. Voilà, c'est une façon de dire les choses comme ça. Hein. C'est pour ça que peu importe qu'il y ait un diagnostic, puisque au fond, la position que la structure, donc, parce que c'est ce qui permet cette exploration des logiques. Donc, par exemple, on ne va pas en parler maintenant parce que il faut que je reprépare ça. Et puis, je n'ai pas les capacités physiques, vocales pour le faire. Mais les antinomies kantiennes de la critique de la raison pure, critique de la raison pratique, critique de la faculté de juger. En fait, il y a un parallèle à faire avec les formules de la sexuation lacanienne, c'est-à-dire les rapports de l'universel et du particulier. Mais quand on maîtrise ce genre de logique-là, ce genre de rapport, c'est-à-dire que le rapport entre hommes et femmes, c'est évident que ce sont deux manières de rater la même identification. C'est-à-dire, il n'y a pas de complément. Pour comprendre ce que ça veut dire, il n'y a pas de rapport sexuel, c'est-à-dire que ce sont deux singularités qui vont rater, une le fait de devenir homme et l'autre le fait de devenir femme, selon des principes de la sexuation qui ressemblent trait pour trait à ce que Kant, dès la première critique de la raison pure, arrive à mettre en place comme antinomie. Ce qu'il appelle les antinomies, comment on arrive aux antinomies logiques, donc celle de la raison pure et ensuite celle de la raison pratique. La faculté de juger, ça viendra plus tard. Donc pour comprendre ça, en fait, ça veut dire qu'il rentre dans la structure du langage. La structure du langage, c'est la seule manière de pouvoir désenclaver le sujet qui y est pris. De maîtriser ces logiques-là, c'est ce qui lui permet, justement, de faire entendre autre chose. Alors, il y avait une femme qui disait une formule que je trouve magnifique. Elle racontait qu'elle l'avait dit à Lacan, « Je me sens seul ». Et Lacan lui a répondu, « Vous n'êtes pas la seule, ce qui ne vous fait pas moins seul. » C'est-à-dire la manière de jouer la logique avec un effet de Möbius derrière, c'est-à-dire une bande qui revient, lui permet de se resituer différemment dans son propre énoncé. C'est-à-dire que l'étude, en fait, ce qu'il a exploré à travers... Parce que quand il dit on ne peut me suivre qu'à travers mes signifiants, il a essaimé les signifiants pour pouvoir justement être suivi et qu'on essaye de comprendre ce qu'il a voulu dire. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on fait tous comme si on se comprenait, que ça allait de soi, alors que justement on essaye d'éclaircir des choses qui semblent évidentes mais qui ne le sont pas, et notamment le rapport de Lacan, par exemple, à la philosophie ou à la pensée. Par exemple, quand il dit le terme de pensée, il l'emploie dans le sens où l'inconscient, c'est là où ça pense. Ça pense pour moi. C'est-à-dire, si je suis, ça pense. Donc le lieu du symptôme, c'est un lieu où l'inconscient pense ma vérité, à laquelle je vais essayer d'accéder. Donc ce clivage-là, du je pense, donc je suis, il est vraiment à l'origine de tout, aussi bien de la philosophie moderne, puisque c'est à partir de là que tout se déclenche, que de la possibilité qu'offre seulement la psychanalyse, c'est-à-dire le sujet de la psychanalyse comme ce qui se fait de plus subversif comme approche. Puisqu'au fond, le sujet est la singularité absolue. Il ne peut pas y avoir de généralisation. Et le discours de la psychanalyse est celui qui est le plus apte à se confronter au discours capitaliste, par exemple, aujourd'hui, dans lequel nous sommes immergés, mais plus que nous l'imaginons. C'est-à-dire, plus on s'imagine résister à l'idéologie capitaliste, parce qu'on a l'impression d'avoir une espèce de réflexion seconde, une forme de critique, etc., au plus profond, on est immergé dedans. Donc,
C'est pour ça que la psychanalyse aussi est à la fois attaquée et s'attaque elle-même sur le mode. Peut-être préciser, puisqu'on parlait de la copule, Ouais. c'est qu'on est tellement finalement empêtré de la copule, en tout cas dans notre langue, qu'il faut bien comprendre que le sujet de la psychanalyse, c'est pas l'individu. Hein. C'est le sujet du discours, c'est le sujet du signifiant. Autrement dit, il est à la fois représenté par l'insignifiant sous lequel il disparaît, auprès d'un autre signifiant qui, comme par hasard, ne le représente pas. Déjà, ça c'est très important de situer ça. Donc ce n'est pas l'individu. Et d'autre part, il y a la question des rapports, justement, à propos de cette copule du verbe être, entre le verbe être et le verbe avoir. Au niveau de, pour qu'un sujet advienne, d'une certaine façon, il faut que quelque chose manque, que quelque part, il disparaisse. Et il disparaît sous la bannière du signifiant pour réapparaître ailleurs sous la forme, par exemple, de l'objet, puisque sous le second signifiant qui ne le représente pas, se produit ce qu'il est lui comme objet. Alors, cette assomption du sujet dans le discours, c'est ce qui s'appelle tout bêtement, disons au niveau de ce qui serait la copule, justement, c'est justement le fait que il est le phallus, le sujet, et en même temps il ne l'est pas. Vous voyez déjà l'équivoque. Il est le phallus, il ne l'est pas, et la formule logique c'est de dire il ne l'est pas sans l'avoir, du côté homme. Et on est passé de l'être à l'avoir. Ça veut dire une chose très importante, c'est que le sujet se reconnaît plus dans ce qu'il a, et en particulier dans les objets premiers auxquels il a eu affaire quand il est venu au monde, ces fameux objets pulsionnels qui sont d'abord, disons-le, de consistance, de contingence corporelle. Il s'agisse par exemple du sein ou de la merde, entre autres. Après, la voix et le regard, c'est un peu plus compliqué, mais je vais rester sur ces deux premiers objets. Le nourrisson, disons qu'au début, le sein, il est lui le sein. Le sein, il est le sein, comme il est la merde. Il est collé là, lui, petit. Il va falloir un effort de subversion pour que finalement, ce sein, il l'a, mais il ne l'est pas. Et que d'une certaine façon, le sein, c'est un objet qu'il a produit parce qu'il s'en est séparé. Même si, bien entendu, le sein, l'organe est du côté de la mère, au sens où elle donne le sein, mais fondamentalement, au départ, il est d'appartenance à l'enfant, puis il l'a, c'est ça, au sens de l'avoir, et après il y renonce comme étant, il l'a lâché, quoi. Donc il n'est pas le sein sans l'avoir, il n'est pas le phallus sans l'avoir. Il y a toute une série de termes comme ça qui apparaissent. Hein. Alors, je pense que Lacan, il fait un sort à la copule. Hein. Parce que la copule est tellement prégnante que ça nous est d'évidence. C'est une évidence. Par exemple, je suis un homme, je suis une femme. Eh bien, c'est pas du tout évident. Du point de vue de l'identité, c'est pas du tout évident. Il faut une opération supplémentaire pour pouvoir se donner éventuellement une identité qui n'est pas du côté de l'être, toujours fuyant justement, mais du côté de l'avoir. Alors l'homme, il n'est pas le phallus sans l'avoir, du côté de la femme, elle ne l'a pas sans l'être, de tout son être. Autre par exemple,
usage et définition de la copule chez Lacan, il dit que curieusement, là où il devrait y avoir une copule, justement dans la copulation, elle manque, pour que cette copulation éventuellement puisse se produire dans une sorte de disjonction. Hein? Alors, ça donne effectivement toute une série de positions subjectives qui sont très différentes. Le signifiant, en fin de compte, de la copule, le phallus, qui serait la copule justement liée au rapport entre les sexes, elle manque. Et le phallus, c'est d'abord le signifiant, au sens typographique du terme, qui est le plus saillant dans la langue pour désigner un organe. C'est aussi quelque chose qui relève du réel de la copulation, là où il manque. Et enfin, il est là pour figurer, d'une façon imaginaire, la turgescence du flux vital qui passerait entre les générations. C'est comme ça que Lacan traite ça, en disant que justement, il n'y a pas de rapport sexuel. Alors, il souligne une chose qui lui paraît très importante, c'est à propos de la bête à deux dos d'Aristophane. Vous savez, c'est la bête elle est ronde et elle a 8 pattes, enfin 8 bras, 4 bras, 2 bras, et puis elle a des génitoires, mais qui ne peuvent pas se rencontrer. Alors, pour punir cet être qui est un être tout suffisant et qui se croit tout puissant, Zeus décide de le couper en deux, et puis en plus de ça, de tourner la tête de l'autre côté de façon à ce que ces génitoires viennent devant. Hein. Et le malheur de la bête, c'est qu'il va passer sa vie à chercher sa moitié. Vous voyez déjà, c'est un des mythes de la naissance de l'amour. Et alors, ce qui est très important dans cette histoire, c'est que dans ce texte de Platon, justement, c'est dans le banquet, il montre très bien comment, là, la castration, il met en jeu la castration symbolique. Il la met en jeu. Et en même temps que l'autre manque, c'est-à-dire que l'être, il est jamais complet, c'est jamais un 1 total, c'est pas le 1 de la totalité. Il manque toujours de quelque chose à laquelle qu'il va poursuivre toute sa vie. Il va dire que c'est justement là quelque chose qui pose qu'en même temps, ça fait appel à l'objet aimé qui peut émerger quand la castration est entrée en jeu. Sinon, le sujet resterait enfermé dans le 1 du narcissisme, donc dans la folie, en gros. Hein. Voilà encore. Alors, à propos de ça, il évoque justement la figure de la copule sous la forme de Dora, justement. Dora, elle intervient en tant que copule entre son père, qui est impuissant, elle le sait par les témoignages que lui donne Madame K, des pratiques sexuelles du père, hein, et en même temps, ça ne gêne absolument pas du tout Dora, qui dit, moi, je vais m'occuper de ça, c'est-à-dire que je vais faire la copule entre les deux. Donc elle va participer au manège dans lequel elle est prise, tout en se venant, à un moment donné, elle se plaint à Freud de ce que son père la vend à Monsieur K, parce que lui, il est avec Madame K, mais elle joue un jeu, et il se passe quelque chose de terrible pour elle, c'est que elle est courtisée par Monsieur K, et d'une certaine façon, il y a un manuel à 4 qui pourrait fonctionner. Elle se satisfaisant de faire le rapport entre son père et Madame K, et en même temps l'horizon d'un homme qu'elle pourrait peut-être aimer, après tout, qui la courtise, qui est Monsieur K. Et un jour, Monsieur K lui dit « Ma femme n'est rien pour moi ». Alors Dora, absolument interloquée, il dit « Mais alors, si elle ne vous fait pas bander, elle ne vous veut pas bander,
à quoi vous me servez? Et elle le laisse tomber, en le giflant. Hein? Voilà. Encore, voilà une manifestation de la copule. Alors, je vais pousser un petit peu plus loin la chose, parce que Lacan va s'intéresser à Frege, justement, à la logique de Frege. Frege dit par exemple, Jupiter a 4 lunes, verbe avoir. Jupiter a 4 lunes. Et à un moment donné, il va changer la formule, il va dire le nombre de lunes de Jupiter est de 4. Alors, il y a peut-être la copule être, du verbe être, mais il y a surtout qu'il introduit le nombre. Le nombre, c'est du réel, et c'est un passage qui lui permet à ce moment-là de définir le concept Jupiter à partir du nombre, c'est-à-dire à partir d'une logique du discours. On retrouve toujours ces va-et-vient entre le verbe être et le verbe avoir. Ou alors, il est le phallus, qu'il l'est. Alors, il est le phallus, c'est l'indicatif du verbe être, et qu'il l'est, c'est le subjonctif du verbe avoir. Vous voyez? Donc, quand il l'a, il ne peut pas l'être, et quand il est, il ne peut pas l'avoir. Bon, je reste là pour l'instant avec ça. Et on voit comment ça fonctionne au niveau, justement, de la métaphore copule, au niveau de... Il n'y a pas de rapport sexuel. Et c'est toujours ce choix forcé entre le je pense et le je suis qui ne peuvent pas trouver de zone de conciliation. C'est-à-dire que c'est le décentrement du sujet. Le décentrement du sujet, chez Lacan, il est toujours doublement décentré. Il est d'abord décentré par rapport à son être, mais ensuite, donc, il est du côté de l'autre, mais ensuite, l'autre lui-même est troué et il est une deuxième fois décentré. Donc, le je pense, donc je suis, c'est vraiment la parole fondatrice même, c'est pour ça qu'il la met au début de la troisième, à partir de laquelle tous les problèmes arrivent. Mais donc, les problèmes appellent aussi des possibilités de questionnement, parce que, évidemment, trouver les finesses langagières qui permettent de s'immiscer. Alors Lacan, là, il s'est vraiment régalé, parce qu'il a sorti, je ne sais pas combien de formules. Il réécrit. Ouais, 10 000 fois le cogito de manière extrêmement différente, donc avec jusqu'à la dernière, une des dernières, et je pense, 2 points, je pense, donc je suis. C'est-à-dire que ce à quoi il pense, c'est à donc il est. C'est-à-dire que c'est pas une articulation avec une conséquence. Non, donc, il n'y a pas la copule. Voilà. Il supprime exactement. la copule, parce que ça ne marche pas. La copule est trompeuse. Hein. Elle est trompeuse. Ou bien il écrit je pense, virgule, je suis. Autrement dit, je suis en train de penser, je suis. C'est tout. Hein. C'est pas donc. Descartes, d'une certaine façon, il balaye la question de l'être, c'est-à-dire qu'il éradique la question de l'être, oui, qui prend une dimension différente et qui pose la question, effectivement, par la suite de l'existence. Effectivement, tu as souligné cette affaire-là, et puis ça va un petit peu plus loin, parce que, avec le concept des canteurs, l'existence prend une autre dimension. Hein. Ce n'est plus du côté de l'être, c'est du côté d'une existence que Lacan écrit en 2 mots, ex, oui, titré, existence, et ça fait hors du site 2, hors du symbolique, et ça prend une autre aspect. Alors ça induit quelque chose qui est problématique, qui est que, est-ce qu'il y aurait une antériorité à l'existence, à l'être, si vous voulez, quelque chose qui serait originaire. C'est une question, ça, parce que, après tout, Lacan tranche en disant il n'y a pas de réalité prédiscursive. La réalité, elle se situe toujours dans le discours et dans la dimension du langage. Il n'y a pas quelque chose d'originaire. Il n'y a pas un monde avant. Le monde, il existe depuis que les hommes sont hommes. Alors maintenant, quelle est l'origine, à quel moment, on ne tranche pas là-dessus, mais il n'y a pas de monde avant. Hein. Alors, bon,
moi j'avance des choses comme ça par petits bouts. C'est la position du sujet, en fait. Parce qu'il y a deux mouvements donc, qui sont appelés Austosung. C'est la sortie du réel, et la Böyaung, c'est toujours par rapport au sujet. C'est-à-dire que le problème, c'est d'être habitué avec des mauvaises habitudes, d'être pris dans des discours, donc penser en termes de on ou de moi-je, etc. Et donc, on émet des généralités, etc. Ce faisant, on ne pense pas. Donc ça, c'est clair qu'il ne peut pas y avoir de pensée sur ce plan-là. Ça reste des modes de calcul, mais pas de pensée. Donc, là, il y a une logique vraiment à l'œuvre, c'est il ne peut y avoir de pensée qu'à partir du moment où le monde symbolique se met en route, c'est-à-dire la Böyaung freudienne, c'est-à-dire de choisir, dans le choix forcé, le registre du signifiant, mais simultanément, donc, le réel qui est colonisé par ce signifiant-là crée un reste. Ce reste-là nous force à présupposer qu'il y avait quelque chose avant, mais on ne peut rien en savoir. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme la mer Loust ou la mer verte. La mer Loust, c'est-à-dire que le plus de jouir vient avant la jouissance. C'est-à-dire c'est pas que le plus de jouir vient là parce qu'il y a eu une jouissance auparavant, c'est que ça crée rétroactivement la cause dont c'est l'effet. Alors ça, par exemple, c'est typiquement hegelien. C'est-à-dire ça, c'est la logique de la dialectique hegelienne que reprend Lacan pour sa logique du signifiant. C'est-à-dire que quelque chose qui vient dans un temps, comme ça, ne peut être qu'un temps subjectif, puisqu'il ne peut être que valable s'il est subjectivé en passant par l'ordre du langage, mais il faut qu'il y ait eu un réel auparavant dont on ne sait rien. Voilà. On ne peut voir qu'après coup, on ne peut que poser une présupposition, et ça c'est la naissance du futur antérieur. Donc, et qui caractérise notamment le désir. Ce que je désire, je ne peux le savoir qu'après coup. Voilà. J'aurais désiré ce qui m'est arrivé. C'est pour ça que Lacan dit que ce n'est pas la peine de se poser la question de l'origine du langage. Voilà. Et les linguistes l'ont compris depuis longtemps d'ailleurs. Hein. Ceux qui sont des vrais linguistes, l'origine du langage, on ne sait pas ce que c'est, de toute façon. Et deuxième chose, on ne sait pas pourquoi nous sommes les seuls animaux parlants. C'est un constat, mais on ne sait absolument pas ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé pour que nous soyons des animaux parlants par rapport aux autres espèces animales. La seule réponse qu'on peut donner, qui est très simple et qui démontre rien, c'est qu'il doit y avoir une affinité de notre corps, dont on ne sait pas non plus très bien ce que c'est que le corps, même si on lui donne des tas de définitions, l'affinité avec le langage. Lacan, il va dire quelque part qu'au fond, peut-être qu'à un moment donné, il y a des signifiants qui sont dans la nature, qui se sont agglutinés pour former le langage. Alors à cette occasion-là, il parle des hommes du Néandertal par rapport à l'Homo sapiens, en disant qu'il est probable qu'il devait manquer quelques signifiants à l'homme du Néandertal. Ça, c'est des choses comme ça hypothétiques, quoi. Hein. Simplement pour rappeler que, au fond, voilà, quoi. On est dans le langage, il n'y a pas de métalangage, et c'est dans ce monde du langage que notre monde existe, et pas en dehors. Alors, ça va plus loin, parce que on peut dire que jusqu'à l'époque, on va dire Descartes, oui, même plus loin, au fond, il dit comment Aristote dit que le bon philosophe, c'est celui qui sait faire, comme le cuistot, les bonnes coupures au niveau du réel. Alors il parle bien sûr de l'art de la cuisine, donc que les coupures du symbolique suivent les veines des coupures du réel
de la bonne façon pour qu'on puisse appréhender le réel à partir d'un certain nombre de termes et éventuellement de concepts ou de mathèmes. Mais il dit que depuis l'avènement de la science moderne, et tout à fait, et d'ailleurs en particulier des théories moléculaires, le réel justement ne fait pas que se renvoyer ses propres coupures à lui-même, et ces coupures du réel ne sont pas congruentes avec les coupures du symbolique. À tel point que plus on s'avance dans l'atomisation, disons des corpuscules, plus on s'avance là-dedans, plus ça se disperse en bouts de réel, et on ne sait pas où ça va, sans doute là. Hein. On est dépassé par cette chose-là, on ne sait pas où ça va nous mener. Ce qui se passe d'ailleurs comme conséquence, c'est que vous voyez, en médecine en particulier, il y a un tel réductionnisme moléculaire, histologique, anatomique, organique, puis corpusculaire, avec des tas de spécialités qui font que les médecins ne peuvent plus communiquer entre eux, et qu'on ne sait même plus ce que c'est qu'un organisme vivant. Alors, on invente le génie génétique qui organiserait tout, qui est une forme de Dieu d'ailleurs. Hein. C'est le dieu des neurosciences, le génie génétique. Alors il en a pris d'un coup dans l'aile, mais ils ne veulent pas trop le dire parce qu'ils ont besoin de toucher des crédits pour faire croire que leurs recherches sont dans la bonne direction. Mais on est actuellement incapable d'expliquer comment à partir d'un ovule, même fécondé, on obtient un être complexe. Il y a sûrement autre chose qui intervient que l'induction génétique. C'est probablement, qui en a parlé un peu, question de la forme, hein, qui intervient sur la structure. Et Lacan s'est toujours interrogé sur les rapports entre la forme et la structure. Il a toujours posé des termes comme ça. Et sa structure l'a tellement interrogé qu'il est allé voir du côté de la nature aussi. L'embryon, c'est une structure qui se développe et qui montre des choses qui ne sont pas c'est pas une structure langagière vraiment. Ça y ressemble, et Lacan n'est pas allé plus loin. Il a dit voilà, on s'approche de ça, mais il n'a pas voulu tomber dans une philosophie de la nature en particulier. Hein, parce que la structure langagière, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a un décalage entre les deux. Voilà. Voilà, donc dans un premier temps, parce que je pense qu'on va peut-être terminer là, oui. Donc, il s'agissait de replacer le premier aspect de l'enseignement dans cette troisième autour de l'inconscient structuré comme un langage sur cette parole fondatrice qui est celle du cogito. Ce cogito-là, c'est ça qui est à la fois... C'est tellement simple que c'est très difficile à intégrer parce qu'en fait, nous avons des esprits compliqués. Pas complexes, complexe c'est autre chose, mais compliqués par les considérations que nous avons qui nous empêchent d'entendre correctement ce genre de paroles, ce genre de dire. C'est-à-dire un choix forcé, ça c'est purement lacanien, entre penser et être. Donc, je pense là où je ne suis pas. Là où je pense, ou là où je suis, ça pense pour moi, dans le symptôme, sur l'autre scène. Donc la place de l'inconscient, elle est là dans il appelle ça l'opacité de la conjonction du Noein et de l'Einai chez Parménide. Et chez Parménide, il y a cette opacité de la conjonction, de l'être et du penser, qui est doublée de la double signification du verbe être, qui à la fois est copule, c'est-à-dire le seul véritable verbe, et un synonyme d'existence. Donc ça fait le destin d'une civilisation dans laquelle nous sommes. Parce que si on suit jusqu'au bout la logique lacanienne, ce n'est pas nous qui tenons le discours, ce sont des discours qui nous tiennent, et qui tiennent notre sujet. Donc ces éléments qui semblent des considérations linguistiques plus ou moins abstraites, etc., en fait, détiennent le secret de notre aliénation et donc des conditions de notre liberté.
Donc Lacan, lui, il est en plein là-dedans. Ce qu'il fait, il cherche ça, et il pose d'abord donc ces aspects-là sur l'inconscient structuré comme un langage, bien qu'à la fin de la troisième, il va revenir sur le début avec un savoir impossible à atteindre pour le sujet, c'est-à-dire que ce n'est pas tout l'inconscient, justement, il y a un autre inconscient, l'inconscient réel, mais en tout cas, il faut poser celui-ci a priori et essayer de bien entendre ce qu'il veut dire dès ce début-là, parce que sinon, c'est tellement riche, il y a tellement une articulation de concepts brillantissime, c'est tellement travaillé, il connaît tellement sur le bout des doigts tout l'idéalisme allemand notamment, qu'il navigue là-dessus, c'est très facile pour lui, mais sauf que nous, si on veut le suivre, on doit s'arrêter un peu et essayer de replacer quelques briques comme ça pour essayer d'entendre un peu autrement voilà, ce qu'il a dit, et qui est, à mon avis, la troisième, c'est quelque chose qui est indépassable. Il y a tout dedans, on ne va pas le dire à chaque fois. Mais... Bon, alors, je vais un petit peu donner encore 2-3 points. Bon. Les premiers moments de ce texte, bien sûr que ça vient de loin, puisque ça s'est avancé depuis quelque temps avec Lacan. On voit bien comment il essaye d'attraper, de montrer comment fonctionne la langue. Que la langue, c'est pas le langage. Il l'écrit en un seul mot. Que ça se rapporte au babil enfantin, qu'a étudié Jacobson, qui a même enregistré le babil enfantin dans des nurseries pour pouvoir en dire quelque chose sur la matrice phonématique de chaque langue, et comment ça va passer justement à la langue dite maternelle, c'est-à-dire l'idiome premier entre l'enfant et sa mère, qui n'est pas forcément fait de mots. Mais comme la mère, elle parle, petit à petit, elle va induire, elle va faire des découpages dans la lalation de l'enfant, et elle va le faire accéder à la langue qui serait la langue au moins de sa contrée, même si c'est pas encore lire et écrire. Quant au passage ultérieur à l'écriture, ça va se faire dans l'apprentissage avec la lecture, en gros. Hein. Donc ça, c'est un point très important. L'autre point concerne la notion de par-l'être. Quand Lacan dit que l'homme est un par-l'être, d'abord il donnait ça comme nom à l'inconscient. Il disait l'inconscient, c'est le par-l'être. Puis après, il l'a étendu à quelque chose de plus large. C'est un sujet qui a un corps, un individu qui a un corps, un nom propre, une histoire, une jouissance spécifique, et qui est en même temps sujet du signifiant, assujetti au discours. Le terme de par-l'être, ça vient uniquement du fait que ça parle. C'est ça qui est très important chez Lacan. Tout son enseignement part de l'idée que la fonction de la parole est centrale dans la pratique analytique, et y compris dans la transmission de la psychanalyse, même s'il porte l'accent sur les écrits pour la suite, mais en tout cas c'est très important. Et dans le terme de par-l'être, ça veut pas, quand on parle, il y a de l'être, mais c'est pas à cause du verbe être. C'est que le verbe il existe que parce qu'il y a le parle. Hein, c'est parce qu'il y a le blablabla, ça le fait exister comme ça. Ça, c'est des notions très importantes, et il faut que petit à petit, on se familiarise avec ce style de choses. Alors, c'est important parce que je vais vous dire une façon qu'il a de jouer avec la copule Lacan. J'avais écrit... Je suis un peu en avance sur l'enregistrement, mais je suis un peu frustré qu'on ait arrêté trop tôt, mais c'est comme ça. Je voulais simplement dire... Voilà, par exemple, c'est ce que c'est. Alors, Lacan s'amuse à l'écrire. Vous voyez, il y a le verbe être là qui est là vraiment. C'est ce que c'est, effectivement, c'est quoi tout le monde se dit, donc, il y a quelque chose là à toucher du réel, on est tous là. Et il l'écrit comme ça, c'est ce que c'est. Et ça fait disparaître la copule. Il ne reste plus que ça. Et c'est ce que c'est, il faut encore continuer à parler pour essayer d'atteindre à quelque chose qu'on n'atteindra jamais, mais c'est que ça parle, quoi. En gros, ça parle. Ça parle, ça veut dire qu'on est parlé. Ça parle, dans le monde, ça parle. Et alors, bon, voilà, il l'écrit comme ça. C'est quand même assez amusant qu'il fasse ça, parce que tout le monde se désole actuellement
de l'usage de ce type d'écriture avec les SMS et tous ces trucs-là. Or, c'est un phénomène mondial. Il y a des milliards d'individus qui sont en train de manier ce genre de trucs, et plutôt dans les générations plus jeunes que les nôtres, en tout cas que la mienne, moi c'est certain, je le vois bien. Et quelque part, est-ce que ça serait pas, moi c'est une hypothèse que j'avance, mais je ne suis pas sûr, après tout, peut-être que c'est une façon de se débarrasser du parasitisme langagier. Et donc, non plus être pris dans les significations idéologiques du moment de l'histoire, avec tout ce que ça comporte comme inconvénient, comme avantage aussi, bien sûr, mais aussi avec le fait que par là, on a accès direct à la jouissance de la langue, à un maniement de la langue, et y compris de l'écrit. C'est-à-dire que ça passe pas par une dysorthographie calculée, comme chez Lacan, ou par des néologismes, c'est que ça vient spontanément à des centaines on peut dire de millions de gens qui se mettent à écrire comme ça. Alors, est-ce que c'est une hypothèse que j'avance? Est-ce que c'est ça, éventuellement, que ça annonce ces fameuses machines qui, contrairement à ce qu'on imagine, on ne va pas du tout être dominé par ces machines. Il est fort probable que les générations qui viennent, même déjà, moi je le sens un peu comme ça, même si je suis souvent dominé par ces machines, ils vont faire un usage. Les machines seront toujours aux ordres de ceux qui les ont inventées. Les robots, il y aura là, on peut parler de l'intelligence artificielle, toutes ces choses-là, mais les robots ne peuvent faire que ce pourquoi ils ont été programmés. Aussi complexe que ça puisse paraître, il y a quand même des gens qui arrivent à les tourner, justement, les fameux hackers et tous ces gens-là. Alors, voilà c'est ce que c'est, pour supprimer la copule qui est si embarrassante, qui n'embarrasse pas certaines langues, qui n'embarrasse pas les Chinois de la même façon. Ils ne sont pas tout à fait pris dans ils ne sont pas du côté du registre de l'être, ils sont ailleurs. Ils sont dans le cours des choses, le prince gouverne, mais il faut qu'il suive les forces de la nature. S'il va contre les forces de la nature, il aura des catastrophes, il aura des tsunamis, il aura des fleuves qui débordent, il aura des trucs... Non, mais c'est très important de savoir comment le prince, l'empereur en Chine, les vrais, c'était ceux qui savaient s'accorder avec ça et suivre le cours des choses et de la nature, pour pouvoir aménager une vie possible sur Terre pour leur sujet. C'était un peu comme ça. Alors, Lacan, il va faire les Indo-Européens, vous avez vu, il balance ça en disant, bon, il y a des langues à racines indo-européennes, sûrement, mais il n'y a pas des sujets qui sont des Indo-Européens. Bon, là, il les balance, c'est des mythes, c'est des mythèmes. Et puis, il va s'amuser avec ça, il va dire, tout être humain. Vous entendez ce que ça veut dire? Tout être humain, il écrit comme ça. Ce qui lui permet ensuite d'équivoquer en disant l'être humain. Autrement dit, sujet du signifiant, c'est pas forcément être. C'est être divisé. C'est être, à la limite, dans le langage, être rien. Oui. Être rien. Rien peut-être, peut-être rien. Et que c'est de se reconnaître de ce point de vue-là que ça peut permettre de se déplacer par la langue dans des modalités de jouissance qui sont en train d'émerger et que Lacan ne décrit pas du tout comme la perversion, comme certains analystes le disent. C'est pas du tout des perversions au sens que celles qu'on connaît, qui sont, après tout, même si Lacan au début les a louées, qui sont des choses complètement... C'est idiot, c'est stéréotypé, quoi. Au début, Lacan, il disait vraiment... Sacha Masoch, c'est vraiment le summum, il sait ce qu'il faut faire avec la jouissance, il sait comment faire avec les femmes, puis après il dit c'est un con. À la fin il dit c'est un con, parce qu'il écrit perversion en 2 mots. Et il réduit les fameux noms du père, de la fameuse paternité dont certains voudraient se débarrasser définitivement, sous les noms du père au singulier, en petites lettres. Les noms du père, les noms du... C'est donc se déplacer là-dedans, et il ne parle plus de perversion au sens originaire du terme, c'est-à-dire qui transforme les verbes, qui change le sens des trucs, mais au sens de donner des nouvelles versions, des versions de quoi? De la jouissance, en tant que la jouissance, elle est toujours en dérive.
Donc la pulsion, même la pulsion chez Lacan, va disparaître sous le terme de dérive, qu'il va prendre à partir de Trieb. Il y a une dérive de la jouissance, et que peut-être c'est ça qui s'annonce. Soyons optimistes, hein. Retrouver dans le parler ce qu'il faut de jouissance pour que l'histoire continue. Donc ça ne s'adresse pas qu'à un individu, ça s'adresse à tout le monde. Hein. Voilà. Je voulais dire ça un petit peu là-dessus. Alors, si on peut parler un petit peu entre nous, là. Oui. On a encore quelques temps, là. Hein. Parce que Lacan, il est allé chercher ça, finalement. Il est allé chercher ça, c'est Joyce. Hein? C'est-à-dire qu'il pose la question, Joyce était-il fou? Il n'y répond pas. Il y a des analystes qui ont tout de suite répondu qu'il était fou. Lui, il n'a jamais dit ça. Par contre, Joyce, il a trouvé un moyen dans la langue, par son écriture, de faire autrement que le président Schreiber, parce que le président Schreiber, il a besoin de s'inventer un espèce de nom du père artificiel, ce qu'on appelle une suppléance, pour que ça tienne. Ça ne tient pas longtemps. Il se fait la femme. Pour pouvoir survivre et pas sombrer dans sa folie, il faut qu'il se fasse la femme de Dieu. Et il y croit tellement qu'il croit à des transformations corporelles, il voit les nerfs pousser, enfin les nerfs de la jouissance de Dieu qui pénètrent en lui, tandis que Joyce, ben non, il écrit, il arrive à écrire, et Lacan le pose vraiment en termes de... Il y a deux choses. Est-ce que ça veut dire que Joyce se laisse complètement envahir par le parasitisme langagier, hein, c'est justement Finnegan's Wake, c'est-à-dire que vraiment, où est-ce qu'on peut se retrouver là-dedans? C'est absolument intraduisible ce truc-là. Il y a des gens qui l'ont traduit, c'est intraduisible. Et chez Lacan, il y a eu une pente comme ça à multiplier les néologismes. On en a compté au début 869, il doit y avoir à peu près 1100 néologismes chez Lacan répertoriés qui ont tous une valeur conceptuelle, comme le parlette par exemple, comme un certain nombre de termes comme ça que je me remémore pas tout de suite. Et est-ce que ça ne serait pas une tentative de contrer justement le parasitisme langagier, hein, permettre à la vie de réapparaître sous une forme peut-être plus satisfaisante? J'en sais rien, je pose la question comme ça. La psychanalyse, c'est un peu ça quand même. Retrouver dans le parler ce qu'il faut de jouissant pour que l'histoire continue. Puisque c'est actuellement une des seules pratiques de la parole. Il n'y en a pas ailleurs de pratiques de la parole à ce niveau-là. Il n'y en a pas. Qui a tenu aussi longtemps, même dans l'histoire de l'humanité. Parce que le dialogue Socrate-Platon, il a existé parce que Platon a eu l'intelligence, le génie de faire rebondir la parole de Socrate. Comme je le disais à l'occasion d'un séminaire, quand on lit Platon, on entend Socrate, quoi. Donc on est séduit par l'intelligence, par ce qui se dit là. Et voilà comment un peu les choses se nouent. En plus... Alors, est-ce qu'il y a des pratiques de la parole, comme la psychanalyse actuellement dans le monde? Ça dure quand même depuis maintenant presque 120 ans, 130 ans. C'est déjà pas mal dans l'histoire dans l'histoire quand même. Ça perdurera peut-être pas, on n'en sait rien. En tout cas, les analystes font tout ce qu'il faut pour que ça disparaisse. C'est chez eux d'abord qu'il faut interpeller les choses. De ce point de vue-là, j'ai des idées extrêmement sévères, mais je ne les sors pas tout de suite. Mais moi, les premiers qui sont en train de balancer la psychanalyse, ce sont les analystes. On développera plus tard pourquoi, mais je suis de ce point de vue-là très, très, très... Et moi, je vous le dis comme ça, moi j'ai cherché à coller au texte de Lacan le plus possible, du plus près possible, parce que je savais que de toute façon, je m'identifierais jamais à lui. Parce qu'il n'y a pas de rapport sexuel. Hein, voilà. Ceux qui font pas ça, et je les vois opérer dans le public, ce sont des gens connus. Je ne connais pas de gens plus
plus identifié et qui imite Lacan jusque dans ses gestes, dans sa façon de faire, dans ses énoncés, et qui sont complètement à côté de la plaque, parce qu'ils sont du côté du narcissisme, et pas du tout du côté du sujet du signifiant, et pas du tout du côté du par-l'être. Voilà, je voulais le sortir aujourd'hui comme ça, bien fait. parce que c'est quand même, le but de ce séminaire, c'est quand même d'aller là-dedans, quoi. Et il faut y aller fort, parce que en ce moment, c'est dur, hein. C'est pas l'autisme, moi, qui m'embarrasse. C'est pas la loi de machine qui veut interdire la psychanalyse pour les autistes, c'est pas ça le truc. C'est que c'est du côté des analystes que ça déraille. Voilà. Oui, je sais pas ce que je vais... Mais ce que j'entends dans ce que vous dites, je vais le dire comme ça tout de suite, mais c'est que c'est de l'oral. C'est de l'oral. Ben oui. C'est-à-dire qu'effectivement, cette transformation que vous dites, cette créativité de la psychanalyse, et j'ai bien l'impression qu'on ne le dit pas assez, Mais non. c'est que c'est de l'oral. Et que c'est ça qui... Enfin, ce que je vois là, hein, tout être humain, c'est comment on va, il le dit d'ailleurs Lacan, enfin, comment le signifiant va forer dans le signifié. Les frayages, il parle de frayage, justement. Oui. Et forçage. Et puis qu'il l'engendre. Oui, c'est ça. Il y a une création là, Voilà. qui est faite à partir de l'oral. Oui. Voilà. Et alors, justement, est-ce que c'est pas l'écrit qui est là, enfin, vous parliez d'autre chose, mais comment il pratique ça, justement, en faisant entendre autre chose. Il y a quand même eu des civilisations qui se sont transmises de façon orale, Ça, sans l'écriture. Mais l'écriture a toujours été là. C'est pas parce qu'elle n'est pas couchée sur le papier, mais les hommes ont toujours su lire, disons, la nature. Le chasseur, il lit les traces, donc il y a de l'écrit comme ça qui existe. Maintenant, avec des lettres, c'est encore autre chose, mais l'écriture de Lacan, le nœud borroméen comme écriture nouvelle, c'est quand même plus la littéralité de l'alphabet, c'est quand même un autre mode d'écrire. absolument. Et moi, je vois des topologues qui sont assez performants. Je ne suis pas toujours d'accord sur leurs conclusions, mais ils lisent les nœuds borroméens comme nous, on lit des lettres. C'est-à-dire, ils se repèrent très facilement. Moi, je ne me repère pas bien là-dedans. J'ai du mal avec les dessus-dessous parce que je suis pris dans un autre registre. Je suis plutôt du côté de la géométrie, moi, plutôt que de la topologie. Je fais un gros effort pour y aller, mais bon, je suis un peu... Je trouve que c'est comme ça, quoi, pour moi. Mais bon, voilà. Alors, la transmission de la psychanalyse, qui est intransmissible selon Lacan, puisqu'il le dit, eh ben, elle se transmet comment ? Elle se transmet parce qu'il y a des analystes. Il y a des gens qui font des analyses et qui deviennent analystes. Hein, et que elle se transmet parce qu'elle existe dans la pratique. Voilà. Hein. Et effectivement, la langue, elle bouge en fonction de la façon dont on en fait usage dans le collectif. Moi, ce que je vois, en tout cas, avec Internet, avec tous ces réseaux sociaux, il y a une dimension comme ça qui est là, avec des manques, des trucs qui sont aberrants, mais il y a quelque chose de ce côté-là qui pousse. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Hein. Pas tout à fait d'accord avec moi. Hein. Tu parles de quoi? Moi, j'ai surtout insisté sur les messages. Des petits bouts de messages comme ça. Parce que régulièrement, les gens ils se font interpeller sur leur orthographe. Oui. Hein? Alors justement, il ne faut pas interpeller quelqu'un sur l'orthographe, pas trop, parce qu'il essaye d'écrire. Moi, je trouve ça touchant quand les gens font des fautes d'orthographe dans des textes, parce que je me dis, tiens, voilà, hein, je ne vais pas lui dire, on ne peut pas annuler un texte de quelqu'un parce qu'il fait des fautes d'orthographe. Pas possible. On n'est pas... Hein, je dis ça comme ça. Voilà. Il y a des gens à qui ça fait mal. Il l'interprète déjà. Il y a des enfants qui ont très bien compris à l'école que quand ils font des fautes d'orthographe, ça fait souffrir leur instituteur. Or, comme ils n'aiment pas l'instituteur,
parce que l'instituteur, pour des raisons X ou Y, lui a fait des misères, et bien il cumule les fautes d'orthographe. Évidemment, il le paye cher, l'enfant, mais pour faire souffrir son instituteur, qui des fois se met en arrêt maladie pendant 6 mois parce qu'il ne supporte plus. Bon. Une pratique de la langue, c'est ça. Socrate, d'ailleurs, enfin, je ne sais pas, je reviens sur ce que vous disiez au début par rapport aux sophistes. Par rapport... Socrate, il n'écrivait pas. Socrate n'écrivait pas. Résolument. Et Platon, on ne lit Platon que dans des textes actuels. Lacan dit que les traductions de Gallimard sont nulles par rapport au texte supposé originaire qui nous vient par les traductions arabes en particulier. Donc, Oui, mais la position de Socrate, c'est quand même remarquable, parce que même Heidegger souligne ça, c'est-à-dire que c'est le seul à se tenir, selon lui, dans la tourmente du vent de la pensée, sans avoir à s'abriter dans un écrit. Et donc il paye de sa vie, parce que sa parole va aller loin au point où il est obligé de se suicider en public. Mais il n'a jamais cédé là-dessus. Et effectivement, il n'a jamais rien écrit. Donc c'est Platon qui écrit pour Socrate. Mais Socrate, il n'écrit pas. C'est-à-dire que si Lacan, au départ, considère Socrate comme le premier psychanalyste, c'est aussi, d'une part, parce que justement c'est lié à l'exercice purement verbal de la parole au sens oral du terme. Ça veut dire aussi la capacité de se tromper. Hein, comme on l'a vu la dernière fois, quand on est dans des congrès de psychanalyse aujourd'hui, les textes sont hyper préparés, relus 10 000 fois, etc. Pour que des fois qu'il y ait une erreur qui se glisse quelque part, etc. Mais du coup, on a l'impression d'assister à des coulages de béton en règle, hein, des textes qui sont... On ne retient rien, on ne comprend rien. C'est totalement autistique, justement, hein, comme procédé. Donc, il n'y a pas de parole. Là, avec Socrate, il y a une parole qui s'énonce, une première parole. Et effectivement, puisqu'on parlait de tout à l'heure, les dialogues, c'est aussi un grand malentendu dans l'histoire de la philosophie, c'est que les dialogues de Socrate, quand même, c'est au début, l'autre commence à poser quelques questions, mais à la fin, il en est réduit à dire ah, par Zeus, ah, effectivement, comme tu as raison, etc. C'est-à-dire que le dialogue, il est là comme faire valoir de la parole qui est une vision, parce que Socrate énonce une vision axiologique des choses, et donc l'autre est là pour la recevoir. C'est pas vraiment un dialogue d'échange d'arguments symétrique, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une mise en scène, mais que ce ne sont pas forcément des dialogues au sens où on entendrait aujourd'hui sous le terme très connoté de débat, etc., où ce sont des petites logiques absurdes quand s'affronter les unes les autres sur le mode de l'opinion. Il ne peut jamais rien en être, bien sûr, puisque c'est une opposition stérile. Il faut monter des degrés, ça c'est déjà expliqué par Platon, sur le plan de la dialectique, où on sort du registre de l'opinion. Et Socrate, effectivement, il est remarquable par le fait que son enseignement a été exclusivement oral. Voilà. Je pense que Lacan, il a très peu écrit, hein. C'est juste des transpositions, etc., mais son mode d'enseignement était de se mettre en position d'analysant face à un public considéré donc comme un objet petit a, donc comme analyste, face à lui, et il énonçait sa parole, et il se trompait, et il revenait, et voilà. Mais ça c'est l'authenticité de la prise de risque de la parole. Voilà. C'est pas justement ce qu'on cherche aujourd'hui, zéro risque, zéro défaut, etc., c'est l'inverse de ça, c'est-à-dire qu'il faut prendre tous les risques, justement. Faire des lapsus. Voilà, de faire des lapsus, développer des symptômes, de faire des erreurs. La vérité ne naît que de l'erreur, pour Hegel. C'est-à-dire sans erreur, il n'y a pas de vérité. La matrice de la vérité, c'est l'erreur elle-même. Donc voilà, si on ne veut pas se tromper, c'est impossible. Quelqu'un qui veut dire la vérité, il prend toujours le risque de se tromper.
S'il veut prendre zéro risque de se tromper, tout bétonner le truc, il n'y a pas de vérité. C'est pour ça que dans l'oubli du nom, justement, Lacan dit que c'est le premier lapsus au fondement de la psychanalyse. Donc il met effectivement le lapsus au fondement de la psychanalyse. Oui, oui, bien sûr. Il va pratiquement réduire sa séance à l'esp d'un laps. L'esp d'un laps, l'espace d'un lapsus. Hein? Et c'est là qu'il y a... Bon, on en parlait à midi, mais on verra ça plus tard, par rapport à l'inconscient structuré comme un langage et l'inconscient réel, qui est pour moi très, très compliqué à comprendre. J'ai beaucoup de mal à... les termes mêmes me paraissent trop contradictoires. Pour moi, l'inconscient, c'est ce qui est refoulé. C'est pas au sens qu'on ne sait pas seulement. C'est pas... Le terme est utilisé partout ailleurs, par d'autres gens. Il y a même maintenant des biologistes qui parlent... Ils pensent que l'inconscient réel de Lacan, c'est l'inconscient des neurosciences. Donc comme ça, ils trouvent des ponts. Ce sont des abus langagiers. Et comme il y a des abus sexuels, c'est des abus langagier. C'est des abus de la copule, ouais. comme dit l'autre. Ouais, ouais. C'est des abus de la copule. Ça n'a aucun fondement logique. Parce que quand on lit Lacan, on ne peut pas copuler avec son texte, vous avez remarqué. Bon, quand on lit les écrits, les séminaires, on y arrive un peu quand même, ce qui nous parle. Mais quand on lit Lacan, on pique des rages, quoi. On a envie de toujours dire ça suffit, quoi, merde. Où est-ce qu'il est le début de sa phrase, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Et puis 3 pages plus loin, il finit ce qu'il allait dire là. C'est quand même, hein, illisible. C'est illisible, il le dit. C'est pas à lire, lui. Il dit que c'est pas à lire. Comme les gens lisent, j'ai lu. Mais non, c'est peut-être à travailler, à découper, et on y met ça. Vraiment, on est pris là-dedans, et c'est pas toujours très drôle. Hein. Hein? T'avais préparé quoi? T'avais préparé quoi? Non, mais moi c'est des trucs que j'écris, que j'ai besoin de me repérer, je cherche un peu partout des trucs pour me remettre les idées en place, parce que j'oublie beaucoup de choses et que je ne m'en lasse pas, voilà. Tu as raison. Je ne m'en suis jamais lassé, et je continue à ne pas être lassé par la lecture, aussi bien de Freud que de Lacan, mais Freud, par malheur, je ne connais pas l'allemand, donc il paraît qu'il a une très belle écriture, beaucoup plus compliquée qu'on l'imagine, peut-être même des fois beaucoup plus compliquée que ce que dit Lacan, que ces histoires de pulsion de vie, pulsion de mort, tout ça, c'est pas très net pour quelqu'un qui a une formation biologique très poussée. Et Freud, il savait ce que c'était que la biologie. Hein. Et bon, Lacan, heureusement qu'il est... Non, heureusement qu'il est là. Heureusement qu'il est là. La prochaine fois, ça va être bien aussi. Hein? La prochaine fois, ça va être bien aussi, le morceau comme ça. C'est quoi? C'est bien le morceau. On verra la prochaine fois. Bon, et sinon, il y a d'autres choses que vous voulez... Bon, on va s'arrêter là. Hein. Tu as encore de la batterie? 20 minutes. On peut arrêter. Hein.